ravi d'avoir Sébastien Desvallées-Riola qui dirige donc le nouveau centre de la MSH Ratio DH, dont on vous dira plus tout à l'heure, pour ouvrir donc cette conférence de début d'année. Donc la MSH, pour celles et ceux qui sont familiers, c'est peut-être pas votre première rentrée, mais je vois aussi des visages que je connais un peu moins. Donc la Maison des sciences humaines à l'ULB, c'est aujourd'hui 6 équipes principalement, dont Ratio que vous voyez là et plusieurs autres que vous pouvez aller découvrir en allant sur le site de la MSH de l'ULB. Je suis Vanessa Franqueville, membre d'une des équipes sur l'Asie de l'Est et aussi directrice depuis l'année dernière de la Maison des sciences humaines. Alors je ne vais pas trop m'étendre pour qu'on laisse la parole à Sébastien, parce que c'est quand même aussi pour lui et pour sa conférence que vous êtes là, mais d'abord, ça laisse le temps au dernier d'arriver. Je voudrais remercier l'équipe de la MSH qui a travaillé sur la mise en place de cette conférence avec brio comme chaque année. Donc Maïté et Clémence qui est arrivée dans la tourmente du début d'année, qui est toujours là, qui tient le coup. Et en même temps, on accueille Fanette, qui est à côté de Clémence, qui va bientôt remplacer Maïté, parce que c'est le dernier jour de Maïté. Donc tout à l'heure au drink, c'est à Maïté que nous allons boire. Donc je vous invite tous et toutes à vous joindre. Je voudrais remercier Brice aussi, qui en principe a fini depuis 15 jours son contrat à la MSH, mais en l'absence de la Diobis coincée dans un bus, a pris la caméra. Donc je précise aussi que nous filmons les conférences, qu'elles se retrouvent plus tard sur le site de la MSH, et qu'en général on essaye de garder le temps de questions-réponses aussi sur la caméra, sauf si ça pose problème à quelqu'un, auquel cas il faudra nous contacter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi, que je remercie Sociam, on dit Sociam, Sociam, ouais, qui est représenté ici ce soir par Alexis Ouliquin, qui a gentiment accepté de modérer et qui va vous dire ce que veut dire Sociam, parce que j'ai regardé tout à l'heure. Société ancienne, médiévale et moderne. Voilà. Culture des sociétés voilà, anciennes. C'est un très très long titre. Mais merci de vous être associés à nous ce soir pour cette présentation qui portera donc sur la façon dont on peut appliquer des méthodes quantitatives à des sujets divers et variés, y compris donc la géographie médiévale. Voilà, donc merci encore à toutes et à tous, et puis je laisse la parole à Alexis Saint-Pierre. Merci beaucoup, Vanessa. Est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà, ça fonctionne, je pense. Effectivement, comme ça a été dit déjà, la MSH a pour mission d'essayer de créer des croisements, des métissages entre des disciplines différentes qui apprennent à se rencontrer. Il y a une espèce de fertilisation comme ça croisée. Et la conférence de ce soir est certainement une excellente introduction, évidemment, à ces méthodes, à cette manière de croiser des approches, puisque, a priori, elle va mélanger l'informatique et les disciplines computationnelles que l'on va définir dans quelques instants, avec des pratiques qui appartiennent plus traditionnellement à l'érudition historique, très enracinée dans une tradition lointaine, là aussi ancienne, que Sébastien va présenter. Et donc, quelle est la meilleure personne, évidemment, pour présenter ça? C'est Sébastien, qui est lui-même, d'une certaine manière, par sa biographie et ses centres d'intérêt, une incarnation parfaite de cette interdisciplinarité qu'il cultive au plus haut point, puisque, au départ, d'ailleurs, on l'a mis à l'aise ici, regardez d'ailleurs, il est presque nimbé, entouré d'équations et de mathématiques. Il a un doctorat d'abord en mathématiques, avec un sujet assez abstrait de mathématiques auquel, personnellement, je ne comprends absolument rien, et probablement beaucoup d'entre vous non plus. Avant de s'intéresser, ensuite pour s'intéresser à l'actuariat, donc il va développer alors des compétences pointues dans l'application de modèles statistiques à la gestion notamment des assurances,
des actions, donc un domaine très très pointu qui lui vaudra d'ailleurs un passage dans le privé, passage qui le dégoûtera définitivement, m'a-t-il expliqué, du port du veston et de la cravate, donc ce qui explique qu'il soit en mode plus détendu que votre serviteur. Ensuite, Sébastien va se lancer dans l'étude de l'histoire, et notamment de l'histoire médiévale, en faisant alors des études à l'université catholique de Louvain, plutôt orientées vers l'histoire économique, puisqu'il travaille notamment sur le défaut et les questions de crédit à Ypres au Moyen-Âge central, tout en, et ça je l'ai appris en regardant ton curriculum vitae, tout en obtenant des certificats d'introduction aux Sumériens, à l'Akkadien et aux Hittites, donc ce qui montre bien décidément la diversité des curiosités de Sébastien, qui, après des passages dans des institutions diverses, haute école, à l'ICHEC, si je me rappelle bien, et puis enfin ici maintenant comme enseignant les Digital Humanities en faculté de LTC, lui permettent donc de développer de manière beaucoup plus large, de croiser sa passion du quantitatif, mais son intérêt aussi pour l'histoire et les sciences humaines. J'ajoute que Sébastien, de surcroît, est en train de terminer, enfin je ne sais pas à quel point tu termines, une thèse de doctorat en histoire médiévale qui est dirigée par deux de nos collègues bien connus ici, Paul Bertrand de l'Université catholique de Louvain, qui lui aussi s'intéresse beaucoup à ces questions d'humanité numérique, et notre collègue Marc Beaune, ancien doyen de la faculté de philosophie et lettres à l'Université de Gand, qui a probablement une approche plus traditionnelle et on pourrait dire artisanale de l'histoire, même si c'était un excellent médiéviste par ailleurs. Et tu travailles alors sur les chirographes, donc des types d'actes diplomatiques, toujours liés à ces questions d'histoire économique que tu envisageais déjà dans ton mémoire. Voilà. Sébastien, alors je vous rassure, va présenter un exposé d'abord où il va d'abord vous poser les enjeux, donc même si vous ne connaissez rien à l'histoire des saints, à ce qu'on appelle la géographie, médiéval, Sébastien va poser d'abord, évidemment, à destination du public qui vient d'horizons extrêmement variés, toutes les bases, avant surtout de proposer une réflexion méthodologique sur ce que nous pouvons faire en croisant ainsi les disciplines. Voilà Sébastien, c'est à toi. Un grand merci Alexis, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette introduction et de modérer le débat après, et merci pour cette très gentille introduction. Merci à Vanessa pour m'offrir cette opportunité de vous parler un peu de nos travaux en hagiographie quantitative ce soir, et merci évidemment à tout le monde à la MSH pour l'organisation de la soirée. Alors, je vais commencer en posant la question, que sont les humanités numériques? Je vous rassure, je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça. Ceux qui ont déjà croisé ce terme plus d'une fois savent que c'est une question très compliquée de demander ce que sont les humanités numériques exactement. C'est une discipline qu'il est difficile de définir, c'est difficile d'avoir une idée des contours exacts des humanités numériques. Je dis c'est une discipline qui, mais même ça, la littérature n'est pas d'accord avec le fait que ce soit une discipline, donc voilà, on ne va pas rentrer dans le très long débat qui a fait couler énormément d'encre dans la littérature, c'est pas l'objet ce soir. Donc je vais plutôt vous donner ma façon de définir les humanités numériques, qui en l'occurrence, elle, est très simple, peut-être trop, mais soit. C'est pour moi la discipline qui s'occupe de l'application de méthodes quantitatives et numériques à des données et à des problématiques qui relèvent des sciences humaines. Alors, méthode quantitative, ça veut dire aussi bien des méthodes statistiques plus ou moins traditionnels, ou les modèles de la nouvelle vague de statistiques, si on veut, de l'apprentissage automatique, qui est une partie de l'intelligence artificielle, qu'on appelle machine learning en anglais, et disons des boîtes à outils un peu plus ciblées sur certains types de données, la fouille de texte pour analyser automatiquement des grandes quantités de texte, l'analyse des réseaux qui permet d'étudier un ensemble d'entités en faisant le focus sur les relations entre ces entités en particulier, des modèles de computer vision, donc quand on donne des images à l'ordinateur et qu'il analyse les images avec le chercheur, des questions d'analyse spatiale quand on manipule des objets géoréférencés, etc., etc. Et ces méthodes-là sont donc appliquées aux humanities, aux sciences humaines, ce qui veut dire
oui, l'histoire, mais aussi l'archéologie, la littérature, journalisme, linguistique, philosophie, voilà, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut mettre derrière le terme de sciences humaines. Alors, ça veut donc dire que, je suis historien, Alexis l'a dit, mais donc je me mêle, entre guillemets, des autres disciplines aussi. Alors, d'un regard pas du tout expert, par exemple, pour prendre l'exemple de l'archéologie, je ne suis pas du tout archéologue, je travaille en collaboration avec des archéologues et on essaie de faire avancer des choses ensemble, hein, et donc je viens avec une casquette d'expert en méthode quantitative dans ces projets-là, et ça fait que je suis du coup trempé, entre guillemets, je trempe dans des projets un peu avec toutes les disciplines des sciences humaines comme ça, et c'est d'ailleurs pour moi, c'est ce que j'aime dans ce que je fais, c'est que je me retrouve comme ça à chipoter dans plein de disciplines différentes, et pour ça je donne souvent une citation du grand statisticien John Tukey, sauf que je la donne pas dans la version officielle, je la donne dans une version détournée. J'espère qu'il me pardonnerait. Ce qui est bien quand on est, non pas statisticien, mais digital humaniste, c'est qu'on est invité à jouer dans le jardin de tous les autres enfants. Et c'est vraiment ce que moi, j'aime dans ces humanités numériques. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'archéologie ou de linguistique ou d'un sujet dans lequel j'ai absolument pas d'idée a priori, d'accord, où j'ai pas de spécialité disciplinaire. Je vais vous parler d'histoire médiévale, je vais vous parler d'hagiographie quantitative, sachant que donc, Alexis l'a dit, moi, ma spécialité en histoire médiévale, c'est plutôt l'histoire économique, mais voilà, je ne suis pas un chercheur qui a 20 ans d'expérience en hagiographie, mais j'ai quand même une idée des enjeux qu'il y a derrière, puisque c'est de l'histoire médiévale. Le but de mon exposé ici, c'est un peu de vous présenter notre programme de recherche de l'équipe qui s'intéresse à la géographie avec des méthodes quantitatives. Et donc, je vais vous montrer des choses qui sont des résultats, je vais vous montrer des choses qui sont en cours, et je vais vous montrer un peu des perspectives, des choses qu'on a testées et qu'on espère pouvoir développer dans les années qui viennent. Alors, on l'a dit, hagiographie, c'est donc l'étude des saints. Si on regarde l'étymologie, hagios en grec, ça veut dire saint. Grapho, c'est donc, voilà, écriture. Les saints ont une place absolument centrale dans les mentalités médiévales. Et il y a toute une partie de la religiosité des médiévaux qui passe par l'intermédiaire des saints. Alors je vais très très vite évidemment, mais c'est voilà, pour vous dire à quel point c'est extrêmement important quand on fait de l'histoire médiévale. On a la présence des saints est absolument partout dans plein d'aspects de la société médiévale. Les traces de ce phénomène, c'est les nombreux textes hagiographiques qu'on a conservés d'une manière ou d'une autre, en particulier dans beaucoup de manuscrits hagiographiques. Ces textes, une partie de ces textes, en tout cas, on les appelle des légendes, qu'il faut prendre non pas au sens actuel du terme légende, mais plutôt dans le sens étymologique de legenda, ce qui doit être lu, d'accord ? Et on a comme ça des légendes hagiographiques qui parlent de tout un tas d'aspects de l'histoire des saints. On va avoir des vités, donc une vita, c'est la vie d'un saint. On va avoir des textes qui présentent les miracles effectués par les saints, qui expliquent par exemple son martyre, si c'est un saint martyr, qui expliquent ce que ces reliques ont fait comme miracle, comment ces reliques ont été découvertes, comment ces reliques ont été transportées d'un endroit à l'autre, etc., etc. Je prends l'exemple du saint dont on est censé voir ici l'écriture de la vie, dans cette enluminure. Amand de Maastricht, qui est réputé avoir évangélisé la Flandre et fondé plein d'abbayes sur son chemin. Et donc, voilà, on a par exemple ici une vie qui est censée avoir été écrite par Baudemont, qu'on trouve dans 67 manuscrits, donc quelque chose qu'on a assez bien copié. On a une deuxième vie, vous voyez, Vita Metrica, donc une vie qui est en vers, là, qu'on a que dans un manuscrit, mais peu importe. Un ensemble de miracles pendant son voyage en Gaule, un ensemble de miracles pendant son voyage au Brabant, etc., etc. Des choses à propos, par exemple, de la translation de ces reliques, du transport de ces reliques d'un point A à un point B. Et au total, on a comme ça 25 textes, au moins, en tout cas, qui parlent d'Amand de Maastricht. Alors, aujourd'hui, évidemment, on ne prend pas ces textes à la lettre. Quand on lit que Saint Amand, par exemple, a ressuscité un pendu,
on ne se dit pas que Saint-Amand a évidemment véritablement ressuscité un pendu, d'accord ? Il y a un moment où les historiens, pour ce côté miraculeux, ont complètement rejeté la géographie. Il y a tout un courant d'histoire, l'école méthodique, considérait que c'était ridicule. Par exemple, Ferdinand Noth écrit dans les années 20 que ce n'est qu'un odieux fatras, et il compare la géographie à de la basse littérature comme le roman feuilleton. Et après cette position assez extrême, on a commencé à se dire qu'en fait, on pouvait y piocher énormément d'informations ponctuelles, dans un premier temps. En fait, les textes hagiographiques sont une part très importante des sources dont on dispose pour les méthodes, les périodes les plus anciennes du Moyen-Âge. Pour le Haut Moyen-Âge, on a parfois estimé que les textes hagiographiques représentaient 50% des sources littéraires dont on disposait pour nos régions. Donc c'est quelque chose d'important. Et peu importe finalement si qu'on dise dans le texte que Saint-Amand a ressuscité un pendu, peut-être bien qu'on va citer 5 ou 6 lieux dans ce texte-là, et c'est un texte qui a été écrit, je ne sais pas moi, par exemple au Xe siècle. Ça veut dire qu'au Xe siècle, ces lieux avaient du sens, qu'ils représentaient quelque chose pour l'auteur du texte, etc., etc. On va éventuellement aller chercher des informations sur des faits historiques. Il pourrait raconter que Saint-Amand voyage alors que tel roi faisait telle chose, etc. et tout. Et on a une vision du fait historique sous la plume du rédacteur du Xe siècle. On peut aller chercher des informations sur les cultes. Voilà, on a été chercher des informations comme ça, un peu ponctuelles, disons, à l'intérieur de ces textes. Ensuite est arrivée l'histoire des mentalités, et on s'est dit, en fait, pour comprendre les mentalités médiévales, c'est absolument central d'étudier les saints et d'étudier le culte des saints. L'histoire littéraire est arrivée pour recontextualiser un peu ces vies de saints, notamment en montrant qu'il y avait une forme de continuité, une certaine forme de continuité avec d'autres genres littéraires. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un genre littéraire pour la géographie ou pas ? Ça fait débat, mais peu importe. Donc, les vies des philosophes de la fin de l'Antiquité ne sont pas si éloignées des premières vies de saints. Et donc, voilà, il y a quelque chose, on peut replacer ça dans une évolution littéraire qui explique pas mal de choses pour les premières vités. Aujourd'hui, en fait, on va chercher plein de choses, c'est le résultat de toutes ces évolutions-là, et aujourd'hui, on va chercher énormément d'informations dans ces textes hagiographiques, et on fait avec ça de l'histoire sociale, l'histoire économique, l'histoire environnementale, etc., etc., etc. Et c'est devenu une source qu'on ne néglige plus du tout, ce qui veut évidemment pas dire qu'on l'apprend au premier degré, d'accord, mais c'est une source extrêmement importante pour l'histoire médiévale aujourd'hui. Alors, il y a évidemment un très grand nombre d'études hagiographiques, c'est clair, mais un très grand nombre de ces études sont locales. Alors attention, ça a l'air un peu péjoratif quand je dis local, mais c'est pas du tout ça dans ma bouche, c'est pas du tout négatif, ça veut dire que c'est des études hagiographiques qui portent sur un saint ou quelques saints d'une région limitée, à une période relativement limitée, en étudiant un nombre limité de manuscrits avec des méthodes complètement traditionnelles, disons, d'érudition. De nouveau, il n'y a rien de négatif là-dedans, aucunement. Mais si on regarde un petit peu, dans l'historiographie, dans les spécialistes de la géographie ont plusieurs fois formulé le souhait d'aller un peu à une plus grande échelle et de dire, en fait, ce serait quand même une bonne chose d'avoir la possibilité d'aller chercher automatiquement telle information dans les manuscrits, d'étudier à une plus grande échelle l'ensemble des textes, de réfléchir à produire des listes de ceci ou des listes de cela croisées de cette manière-là, avec des méthodes computationnelles. Et en fait, effectivement, quand on regarde un petit peu, on a un matériau de recherche absolument fantastique pour faire de l'hagiographie à une échelle quantitative, avec beaucoup de documents, beaucoup d'objets de recherche, disons. C'est relativement à notre portée. Alors vous allez voir pourquoi je dis relativement à notre portée, mais il y a énormément d'informations hagiographiques qui sont disponibles. Et ces informations, on les doit en grande partie, pas uniquement évidemment, mais en grande partie à la Société des Bollandistes, qui est une société scientifique, un groupe de jésuites qui est né au XVIIe siècle. Alors, avant qu'on parle vraiment de bollandistes, on peut retracer l'initiative des bollandistes
à Heribert Rosweit, qui remarquait que les résumés des vies de saints auxquels il avait accès au XVIIe siècle étaient d'une qualité absolument médiocre. Et que c'était quand même une honte parce que, en fait, les manuscrits médiévaux étaient disponibles un peu partout autour de lui dans les abbayes de la région. Il disait, mais comment est-ce possible qu'on ait une si mauvaise version finale de ces vies de saints, alors que j'ai des versions beaucoup plus, alors pures, mais je vais mettre des guillemets autour de pure, parce que la forme pure d'un texte, ça ne veut rien dire, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein, des versions beaucoup plus proches de leur contexte de rédaction, qui sont dans tous les manuscrits aux alentours dans nos régions. Ouais. Alors, il a demandé à sa hiérarchie la possibilité d'aller chercher des versions plus pures de ces textes-là dans les bibliothèques des monastères aux alentours, mais il n'a pas vraiment eu l'occasion de le faire. Il n'a eu l'occasion que, alors c'est, je remets des guillemets, c'est quelque chose de très fort évidemment, mais que d'esquisser une sorte de programme de ce qu'il faudrait faire à son avis, et puis son successeur, Jean Bolland, et c'est sur le nom Bolland que bollandiste est formé, c'est ce programme finalement a commencé à être implémenté, à être déployé par son successeur. Et donc qu'est-ce que Jean Bolland a lancé? Il a lancé la récolte systématique, alors aussi systématique que c'était possible au XVIIe siècle, d'informations sur ces textes hagiographiques, et en particulier les deux assistants et puis successeurs de Jean Bolland en 1660-1662 sont invités par le pape à Rome pour aller consulter les manuscrits hagiographiques de là-bas, et vous voyez que sur le chemin, ils s'arrêtent à un grand nombre d'endroits. Chaque fois qu'il y a un petit point noir, ils se sont arrêtés pour aller dépouiller des manuscrits, récolter des informations, copier les textes, etc., etc. Et c'est comme ça que les bollandistes ont commencé à travailler au XVIIe siècle et qu'ils ont continué à travailler comme ça sur une très longue période. Alors, les informations qu'ils récoltaient sur les textes hagiographiques, ils ont rassemblé tout ça dans un ensemble de 68 volumes. Ils sont parus entre 1643 et 1925. 68 volumes de ce qu'ils ont appelé les Acta Sanctorum, donc les actes des saints. Et donc vous voyez ici l'exemple, voilà, la rubrique à propos de Saint Amand, évêque de Maastricht, etc., avec ici un commentaire, commentarius previus, donc un commentaire, une espèce de, voilà, une introduction à ce qu'on va dire sur Saint Amand, avec un résumé de tout ce qu'on a dit, avec aussi des notes d'édition, puisque c'est une forme d'édition des textes qu'ils vont faire pour beaucoup de dossiers de saints. Ils vont expliquer dans quel manuscrit ils ont été chercher les textes, etc., etc. On est, alors, pas pour tous les volumes des Acta Sanctorum, évidemment, mais il faut se dire qu'on est au XVIIe siècle. Et donc, c'est une approche critique de ces textes c'est très, très précoce, d'accord? C'est à ce moment-là que la philologie critique naît, et il y a des auteurs qui ont proposé de voir la naissance des méthodes de philologie critique chez les bollandistes notamment. Voilà, alors si on continue et qu'on tourne les pages de ce volume-là des Acta Sanctorum, vous voyez qu'ici on a l'édition de la vie de Saint Amand par Baudemont, là, avec cette fois-ci vraiment le texte. Donc ceci, c'est écrit par le bollandiste, l'éditeur, c'est une introduction à l'édition si on veut, et puis on a le texte, ça c'est l'autre vie, la Vita Metrica dont on a parlé tantôt, etc., etc. Donc ça fait déjà un montant d'informations absolument énorme sur les textes hagiographiques. Imaginez 68 volumes avec chaque fois entre 600 et 1000 pages. C'est une quantité de données absolument énormissime. À la fin du XIXe siècle, les bollandistes ont mis au point un instrument qui est une espèce d'index ou d'inventaire des informations hagiographiques qu'ils avaient rassemblées, qu'ils ont intitulé la Bibliotheca Hagiographica Latina, donc ça c'est pour la partie latine des textes. Il y a aussi une Bibliotheca Hagiographica Graeca et Orientalis, d'accord, pour les textes en grec et les textes dans les langues orientales. Et ils résument les informations, ils expliquent où est-ce qu'on peut trouver notamment les versions des textes, des choses comme ça. Voilà la rubrique de notre Amand de Maastricht. On voit que, voilà, on a une estimation de date de sa mort. On a le jour où il est célébré, donc la Saint Amand
c'est le 6 février, il est célébré ce jour-là. Et ensuite, on a une liste de textes. Vous voyez, le premier texte, c'est de nouveau la vie de Saint-Amand par Baudemont, dont on donne toutes les caractéristiques et on explique où est-ce qu'on peut la trouver, en particulier dans les Acta Sanctorum, dans le tome de février, tome 1, puisque les Acta Sanctorum sont publiés d'abord tous les saints qui sont fêtés en janvier, ensuite tous les saints qui sont fêtés en février, etc., etc. Alors, l'histoire continue et dans les années 90, on a des chercheurs de l'Université de Namur qui étaient supervisés par Guy Philippard, qui ont construit une base de données qui reprend cet index, qui reprend cette BHL, d'accord ? Ils ont pris toutes les informations de la BHL et ils les ont... Enfin, pas tout, ils ont pris la majeure partie des informations de la BHL et ils les ont encore enrichies avec des données en plus, notamment provenance des manuscrits, des choses comme ça. Et on a aujourd'hui une base de données qui décrit 7500 manuscrits, donc la très grande majorité des manuscrits qui ont été découverts au cours de l'histoire de toute la société des bollandistes, qui contiennent presque 64 000 témoins. Un témoin, c'est un groupe de pages, un groupe de folios dans un manuscrit dans lequel on trouve un texte hagiographique, avec 17 000 textes différents et presque 4 000 saints différents. Alors, ça fait une quantité de données absolument phénoménale et presque pas d'études qui ont considéré ça globalement. L'équipe de Guy Philippard a travaillé dans cette direction-là, notamment la thèse d'un des membres de son équipe, Michel Triquelet, où ils ont étudié ça globalement. Mais je suis convaincu que cette base de données n'a pas du tout été... on n'a pas épuisé ses possibilités, d'accord ? Même si il y a des choses extrêmement intéressantes qui en ont tiré, elle a demandé beaucoup de travail et il y a encore énormément de choses à faire sur dans cette direction-là. Alors, je propose ici de regarder 4 objets d'analyse en voyant l'ensemble de tout ce qu'on peut faire avec le matériau de recherche auquel on a accès, d'accord ? On peut travailler sur les manuscrits eux-mêmes. Par exemple, à partir des informations qui sont dans la base de données BHLMS, on peut parler des saints eux-mêmes, en considérant les saints, en regardant l'ensemble des manuscrits, par exemple, où il y a des textes, on a inséré des textes qui parlaient de ces saints. On peut étudier les textes, en allant chercher le contenu des textes dans les éditions, et on peut aller étudier le processus d'édition lui-même, puisqu'on a ici, pendant presque 3 siècles, un processus d'édition sur 68 volumes, avec l'évolution de la philologie, l'évolution des habitudes, l'évolution de la façon de citer, de façon d'éditer, etc. Et on voit en filigrane toute la méthode des bollandistes pour apprendre des choses sur les textes, notamment en termes de réseau. Ils ont écrit à des érudits partout en Europe pour recueillir des informations bibliographiques. On parle très souvent du réseau des humanistes 16e, 17e, du réseau de Newton ou des choses comme ça. On parle quand même beaucoup moins souvent du réseau des bollandistes dans ce processus d'édition. Et à mon avis, ça vaut vraiment la peine d'essayer d'aller étudier ce genre de choses-là. Je commence avec les manuscrits. Les manuscrits, c'est un objet d'étude qu'on a pas mal étudié. On a déjà un certain nombre de résultats là-dessus. Et en fait, le tout début de tout ce programme de recherche, c'est la question d'un doctorant il était à l'époque doctorant en hagiographie, qui me dit « Ah, est-ce qu'on ne peut pas trouver une manière de reconstituer automatiquement des familles de légendiers, puisque les légendiers, les manuscrits qui contiennent les légendes, sont souvent copiés les uns sur les autres, et en particulier, si des légendiers sont copiés dans la même abbaye, par exemple, il y a des chances qu'ils contiennent quasiment les mêmes textes, ou en partie les mêmes textes. » Et il m'a dit est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver une méthode pour automatiquement faire ça ? Et on s'est dit, allons-y, essayons de trouver des liens de parenté entre les manuscrits. Et on s'est rendu compte que tant qu'on n'avait pas une information sur l'organisation interne de ces manuscrits, ça n'allait pas bien marcher. Qu'est-ce que ça veut dire, l'organisation interne de ces manuscrits ? C'est la façon dont les textes ont été classés à l'intérieur des collections de plusieurs volumes, parce qu'en général, les abbayes avaient plusieurs volumes de manuscrits hagiographiques, et aussi à l'intérieur de chaque
volume, de comprendre un peu comment les histoires étaient classées, je sais pas, alors pas par ordre alphabétique, mais c'est ça l'idée, d'accord? Qu'est-ce qu'on a comme alternative, qu'est-ce qu'on a comme choix pour l'ordre des textes au sein d'un manuscrit. Alors ça a l'air ultra niche, ce que je raconte là, de quoi est-ce que je viens vous parler? De l'organisation, de la façon dont on classe les textes dans les manuscrits hagiographiques, mais en fait, c'est une question très petite, mais qui a de très grosses répercussions, puisqu'elle va ouvrir complètement la porte à la détection de grandes familles de manuscrits qui ont des contenus très proches les uns des autres, et du coup de pouvoir comme ça faire des liens entre les institutions qui auront copié les manuscrits, des liens entre des manuscrits dont par exemple un manuscrit dont on n'a aucune idée de l'origine, on pourrait retrouver son origine en disant en fait il est très proche de tel manuscrit-là, il a sans doute été copié sur celui-là, etc., etc. En termes d'organisation interne, on parle de certains manuscrits comme des manuscrits per circulum anni. Je vais utiliser l'abréviation PCA pour parler de cela. Per circulum anni, en latin, ça veut dire tout au long de l'année, d'accord, à travers le cercle de l'année, le cycle de l'année. Ouais. Et c'est quoi? C'est des manuscrits qui classent les légendes, d'accord, d'après l'ordre de la fête du saint en question. Et donc on commence avec, au début du manuscrit, on a les saints fêtés en janvier, ensuite les saints fêtés en février, etc., etc. Il y a certains manuscrits PCA qui ne font pas toute l'année, c'est pas grave, ça change rien, ils commencent en mars, et puis c'est avril, etc., etc. Et donc on classe par ordre de date, ouais, d'accord, de date de la fête du saint en question. Alors, la façon traditionnelle de travailler là-dessus, c'est de travailler avec des listes de contenus. Vous voyez ici, par exemple, le manuscrit de la KBR Bruxelles avec tel numéro, il contient ces textes-là dans cet ordre-là. Et voilà, le premier, c'est un texte qui parle d'un saint qui est fêté le 1er septembre, le deuxième aussi, le troisième texte, c'est le 2 septembre, puis le 3 septembre, etc., etc. Et en fait, on a beaucoup réfléchi à une manière de dépasser ces listes-là qui ne permettent pas d'avoir une idée un peu globale de la façon non seulement dont le manuscrit est organisé, mais dont plusieurs manuscrits sont en relation les uns avec les autres. Et on en est arrivé au concept de graphique numéro fête, d'accord? Et pour vous faire comprendre ce qu'est un graphique numéro fête, on va commencer avec un exemple simple, mais du coup très bête. Je prends un exemple, un manuscrit qui est aujourd'hui conservé à Arras, qui ne contient que 3 textes. Un texte à propos de Saint-Gall, un texte à propos de Saint-Sébastien, un texte à propos de Saint-Augustin. Saint-Gall, il est fêté le 16 octobre, Sébastien est fêté le 20 janvier, Augustin est fêté le 28 août, et donc on va faire un graphique tel que chaque point est un texte, alors en l'occurrence c'est même un témoin, donc un texte à l'intérieur du manuscrit. Ici sur l'axe X horizontal, on a les numéros, tout simplement des textes, numéro 1, numéro 2, numéro 3, ouais. Et sur l'axe Y vertical, on a la fête, le moment de l'année où le saint est fêté. Et donc vous voyez que le premier, il est fêté le 16 octobre, oui, il est 16 octobre. Saint-Sébastien le 20 janvier et Saint-Augustin fin août, ici, là. Alors, ça n'a aucun intérêt, d'accord? Vous voyez cette espèce de V, là, c'est complètement ridicule. Par contre, voilà un manuscrit déjà beaucoup plus intéressant. Pourquoi ça? Si on oublie qu'il y a des espèces de sauts un peu fous comme ça au milieu, que je vais appeler des intrus ou des incohérences, d'accord? Eh bien, si on fait abstraction de ces intrus-là, on voit en un clin d'œil que les textes sont classés. D'abord un texte au début janvier, ensuite on fait tout le cours de janvier, ensuite on va février, etc. Bon, il y a un saut ici, on ne sait pas très bien pourquoi. Avril, mai, etc., jusqu'à la fin de l'année. Et donc, en un claquement de doigts, si on accepte de faire abstraction de ces intrus, de ces incohérences, on peut dire que le manuscrit est classé en PCA, en per circulum anni. Et on pourrait faire tout à fait la même chose pour celui-là, c'est aussi un per circulum anni. Celui-ci, c'était de début janvier à fin décembre. Celui-là, on voit tout de suite que il contient des saints de juillet à fin novembre. Ouais. Par contre, celui-là, on voit tout de suite qu'il n'est pas PCA, c'est pas un manuscrit per circulum anni, il y a une autre façon de classer les textes à l'intérieur du manuscrit. Alors on a d'autres manuscrits qui ne sont pas per circulum anni, mais où on voit qu'ils ne contiennent que des saints de mars, si on oublie les intrus. Ouais, on voit parfois un demi per circulum anni et puis autre chose.
Même chose dans l'autre sens, hein, ici 2/3 d'autre chose et puis un per circulum d'accord? Et alors ça c'est un exemple rigolo, on voit qu'il y a per circulum mais on a l'impression qu'il manque un morceau, hein, il saute comme ça. Et en fait quand on va voir dans le catalogue de la bibliothèque, c'est à Cambrai, nous dit il y a un morceau du manuscrit qui a été arraché. Ouais, ce qu'on aurait pu deviner en un sens en regardant le graphique numéro fait. Alors, à quoi ça va servir ces graphiques numéro fait? Eh bien, ça va nous permettre d'aller identifier les témoins intrus. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre au point une procédure automatique pour demander à l'ordinateur d'identifier quels sont les intrus dans ces courbes, d'accord? Et une fois qu'il a enlevé les intrus, il va regarder est-ce qu'il y a une belle courbe qui monte, une courbe croissante, ou pas. S'il trouve une belle courbe croissante une fois qu'on s'est débarrassé des intrus, c'est que le manuscrit est per circulum et on a identifié les intrus. Si il essaye d'enlever les intrus et que ça marche pas, que même en enlevant des intrus, on n'a pas une belle courbe, hein, vous vous rappelez l'espèce de Krabucha là, tantôt, ben alors il n'est pas per circulum et on va le classer en non PCA. Ouais, et donc en fait, on entraîne un ordinateur pour reconnaître les manuscrits PCA d'une part et les manuscrits non PCA d'autre part. Alors en l'occurrence, c'est du machine learning, c'est des maths un peu compliquées, il y a 2 étapes, enfin voilà, c'est pas très grave, hein, on passe sur les maths, c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui, d'accord? Mais ça permet, avec les 2 étapes, vous voyez, cette étape-là, en rouge, c'est ceux qui sont pas encore vraiment considérés comme des intrus, en vert, c'est les intrus de la première étape, les intrus les plus flagrants, et puis on a une deuxième étape où on va chercher ceux qui sont pas intrus et ceux qui sont intrus en vert, et finalement, on ne retient que ceux qui sont bien classés, d'accord? Qui ne montrent pas d'incohérence par rapport à leurs voisins de gauche et de droite. Ils ont une courbe PCA qui est bien croissante. Alors, une fois qu'on a appris à l'ordinateur à faire ça, on peut classer les 7500 manuscrits. Et ça, c'est chouette, parce qu'en fait, les manuscrits PCA, ils avaient été étudiés dans l'historiographie sur base de quelques exemples, mais on n'avait pas du tout d'image globale de ces manuscrits PCA. Maintenant, on peut dire que X% de tous les manuscrits hagiographiques qu'on a sont effectivement des manuscrits PCA, par exemple. Ouais. En l'occurrence, on peut aussi identifier ce qu'on a appelé l'étendue liturgique. L'étendue liturgique, c'est, en fait, une fois que je me suis débarrassé des intrus, je peux prendre, quand le manuscrit est PCA, je peux prendre le début des dates qui sont couvertes par les seins du manuscrit et la fin. Et donc on a la tranche de l'année couverte par ce codex-là, par ce légendier-là. Ça, c'est très important pour comparer les manuscrits, pour pouvoir retrouver des liens. Parce qu'imaginez que j'ai un manuscrit janvier-février, un manuscrit février-mars, d'accord? Comme ça, pardon, dans votre sens, ouais. Eh bien, si je ne sais pas qu'ils ont une intersection non vide, mais qu'ils ont aussi une partie qui déborde des deux côtés, pour comparer, pour savoir s'ils ont les mêmes textes ou pas, je vais complètement m'embrouiller et ça va donner rien du tout. Ouais. Puisqu'on va dire, il y a plein de textes qui n'ont pas en commun. Évidemment, ils sont sur des morceaux de l'année différents. Il n'y a aucune raison qu'ils aient ces textes-là en commun. Donc, cette étendue liturgique, on peut aussi l'étudier globalement comme un phénomène et se demander combien de fois est-ce qu'on a des manuscrits dans toute la base qui commencent à Noël, des choses comme ça. Ok, de nouveau, on a une idée globale de cet ensemble de manuscrits et on peut ensuite se poser la question, oui, mais pourquoi est-ce qu'un copiste choisit ce mode d'organisation interne? Pourquoi est-ce qu'il choisit d'utiliser le mode PCA pour copier ses textes? Et du coup, on essaie de faire des liens avec ce qu'on sait du manuscrit, et notamment avec son usage, hein, et on utilise des modèles mathématiques, peu importe, c'est pas important, mais une des choses, par exemple, qu'on a remarqué, c'est que on a un lien clair entre l'existence d'une organisation interne en PCA et les dimensions du manuscrit. Et bizarrement, c'est pas une relation du type plus le manuscrit est grand, plus il a de chances d'être PCA. Non, il y a une espèce de seuil super violent qui fait que à partir de 350 mm, on a beaucoup plus de chances d'être PCA, et en dessous de 350 mm, beaucoup moins de chances d'être PCA. Ouais. C'est un phénomène qu'on est en train d'étudier du point de vue purement historique, entre guillemets, hein, en utilisant, voilà, en essayant de capitaliser sur ces résultats-là, disons, sur les résultats que l'ordinateur nous a permis d'obtenir. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas mon propos aujourd'hui. Autre chose, donc on a fait cette classification PCA, non PCA, autre cadeau qu'on a reçu avec cette classification, on a l'impression qu'on a dit « Ah, on a retiré les intrus, on les a achetés à la poubelle ». Non, non, on va les recycler, parce qu'en fait, ils sont porteurs de beaucoup d'informations. Si on regarde un peu ici,
tous les intrus là. Et si je regarde plus en détail l'intrus numéro 14, là, d'accord? Pourquoi c'est un intrus? Parce que, on se dit bien, d'après son voisin de gauche, voisin de droite, que le copiste qui a copié ce légendier-là, il n'est pas d'accord avec la date de fête que nous, on a pour ce saint-là. Ouais. Nous, on pense que la date du saint, c'est septembre. Mais il y a de bonnes chances que le copiste, lui, il pensait que la date, c'était début février. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre tous les manuscrits de la base qui parlent de ce saint-là et regarder ce que les autres copistes ont fait. Ouais. Dans ce cas-là, ici, c'est l'année. Ça, c'est les 8 manuscrits qui parlent de ce saint-là, d'accord? Donc, c'est le numéro 14 là, c'est Saint Antolianus. Ok. Et ici, on a mis des petites croix là où nous, on pense que la fête était célébrée, d'accord? Et on a mis des petites barres de couleur en regardant ce qu'on pourrait penser que le copiste pensait, d'accord? En regardant voisin de gauche, voisin de droite. Et vous voyez qu'ici, tous les copistes sont pas d'accord avec nous, mais ils sont d'accord entre eux. Et ça, c'est sans doute tout simplement une erreur dans notre base de données, d'accord? Autre exemple, hein, voilà, on a 2 dates possibles d'après ce qu'on choisit, bref, ça n'a pas d'importance, et on a l'impression que tous les copistes sont d'accord entre eux et pas d'accord avec nous. Voilà un exemple plus intéressant. Vous voyez qu'on a beaucoup de manuscrits hein, pour un des saints Grégoire, et que les petites croix sont alignées avec plein de barres rouges, ouais, mais si vous regardez bien, ça veut dire que la plupart des copistes sont d'accord avec notre info, ouais, mais si vous regardez bien, on a aussi 5 manuscrits qui ont une date différente, et ils sont d'accord entre eux. Et ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que les manuscrits en question témoignent d'une autre pratique autour de ce saint-là. Et ça peut vouloir dire que les manuscrits ont été copiés dans des contextes où on fêtait le saint à un autre moment de l'année. D'accord? Et ça, c'est beaucoup d'informations, puisque ça vous permet, par exemple, de prendre un manuscrit dont on ne connaissait pas du tout l'origine ou l'ordre religieux qui l'a copié, et on pourrait dire, ah mais en fait, ce manuscrit-là place Saint Grégoire fin avril, et pas du tout début janvier comme tous les autres. Or, on sait qu'on a d'autres manuscrits qui font exactement ça, et ce sont des, je sais pas, j'invente, des franciscains, et peut-être que notre manuscrit serait quand même franciscain, du coup. Ouais. Donc, beaucoup d'informations dans ces co-incohérences, hein, dans ces co-intrus, qu'on peut extraire des graphiques numéro fêtes. Alors, une fois qu'on... Donc je reviens un peu au premier intérêt, essayer de trouver des groupes, des familles de manuscrits qui sont copiés l'un sur l'autre. Maintenant qu'on a une idée de l'organisation interne des manuscrits et qu'on sait comparer 2 pommes avec 2 pommes, pas une pomme avec une orange, et ici ma pomme et mon orange, c'est des manuscrits PCA, non PCA, donc on va comparer des manuscrits PCA ensemble et des non PCA ensemble, d'accord? Et quand on compare des PCA, on va faire en sorte que leur étendue liturgique se recouvre pour que ça ait du sens. On va, voilà, j'ai mis ici un 10 de Jacquard, je ne sais pas pourquoi j'ai donné le détail, c'est pas intéressant. C'est la méthode mathématique qu'on va utiliser, peu importe. Avant de se lancer dans... Je vais calculer des distances entre des manuscrits, prendre un manuscrit, regarder ceux qui sont plus proches de lui et dire que c'est super, on a trouvé les parents du manuscrit en question. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un dossier super bien connu, d'accord, qui a déjà été très bien étudié, et on va regarder ce que notre méthode fait sur ce dossier-là, pour voir si on comprend, si on arrive à se convaincre que l'ordinateur ne fait pas de bêtises, qu'il fait quelque chose qui a du sens. Ici, on a été chercher le Grand Légendier de Flandre, qui est une famille de manuscrits qui a été très bien étudiée, notamment par François d'Olbeau. C'est les manuscrits qui forment la collection hagiographique de 6 abbayes de Cambron, d'Arrouez, Vaucelles, Clermarais, Terre-Douce et Marchienne. Et vous voyez que ce sont des manuscrits qui sont PCA, d'accord, chacun une partie de l'année. Et donc en fait, ça ici, c'est tous des manuscrits. Et donc pour l'abbaye de Cambron, on a un manuscrit qu'on appelle le manuscrit B de Cambron, qui est entre mars et fin avril. Eh bien, il contient tous les saints entre début mars et fin avril. On en a un deuxième qui est C de Cambron, entre début mai et fin juin, etc., etc. Vous voyez qu'ici, j'ai 2 couleurs de manuscrits. J'ai les manuscrits conservés et ceux qui ont disparu, mais dont on a une description du contenu, donc on sait quand même ce qu'il y avait dedans, d'accord? Et puis, on a des trous, évidemment. Hein. Il y a des choses, les manuscrits n'ont jamais été conservés et on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher un manuscrit, le rose, celui-ci. Je prends le tome H
de la collection hagiographique de l'abbaye de Marchiennes, et je demande à l'ordinateur, avec la distance entre les manuscrits que j'ai définis, quels sont les manuscrits les plus proches de lui. Et le numéro d'ordre apparaît en dessous de la lettre à chaque fois. Donc vous voyez que le manuscrit le plus proche de l'abbaye de Marchiennes dans les 7500 manuscrits de la base de données, c'est le manuscrit H de l'abbaye de Vaucelles. Le deuxième plus proche, c'est le manuscrit H de l'abbaye de Clermarais. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, évidemment, puisque ça veut dire qu'on savait la réponse à l'avance, on l'a caché à l'ordinateur, on l'a laissé deviner les manuscrits les plus proches de celui qu'on lui tendait, et il a trouvé exactement les manuscrits dont on sait on connaît la réponse, on sait qu'ils sont très proches de lui. Même chose pour d'autres manuscrits. Voilà, encore ici, avec le tome B de Terdoust, d'accord, de la collection de Terdoust, eh bien, le plus proche, c'est le tome B de Clermarais, et le deuxième plus proche, c'est le tome A de l'abbaye de Cambron. On peut se poser la question, dans mon graphique, ici, j'ai pas de numéro 3. Où est-ce qu'il est le troisième manuscrit le plus proche de Terdoust B? Eh bien, il se fait que c'est un manuscrit qui était dans la base de données, mais qui n'a pas été reconnu qui a priori ne faisait pas partie du grand légendier de Flandre. On ne l'avait pas spécialement rapproché de ces collections hagiographiques de ces 6 abbayes-là. Ouais. C'est un manuscrit qui est conservé à Douai, d'accord, peu importe. Alors évidemment, on a creusé, on a été voir ce qui se passe, et quand on regarde un petit peu, on peut le comparer à un tome du légendier de Marchiennes, d'accord, donc on peut le comparer à celui-là, d'accord, et regarder un peu les manuscrits, est-ce qu'ils se ressemblent? Ils ont à peu près le même nombre de pages, ils ont à peu près les mêmes dimensions, ils ont à peu près la même date d'après les catalogues, et quand on a été comparer un petit peu les autres caractéristiques, alors écriture, parchemin, etc., ça colle quand même vraiment bien. Et donc, on pense qu'on est alors par ailleurs, on sait que le manuscrit de Douai vient sans doute de Marchiennes ou à peu près, de cette région-là, peu importe, mais donc, on est convaincu qu'on a trouvé, en fait, un manuscrit qui manque ici, dans le dessin. Ouais. Et puisque c'est un manuscrit du début d'année, en fait, on a un manuscrit ici qui est sans doute celui-là, et qui nous permet ici de compléter l'idée qu'on a de cette famille qu'on appelle le grand légendier de Flandre. D'accord? Alors, premier objet, les manuscrits. Deuxième objet d'étude, les saints eux-mêmes. D'accord? Alors, BHLMS comporte une datation pour les manuscrits, d'accord, et l'origine géographique de certains. Mais ça veut dire que ça ouvre la voie à l'étude du culte des saints, en tout cas de la copie des histoires des saints, à un niveau complètement global, et ça va permettre de dire, tiens, Saint Martin, il a apparu à tel siècle dans telle région, etc., etc., il s'est diffusé comme ci, il s'est diffusé comme ça, on sait faire plein de choses. L'équipe de Guy Philippard a déjà exploré cet aspect-là. Il y a encore certainement des choses à faire, mais on peut aussi regarder des informations moins directes sur les saints. Un exemple de ça, au sein du Master en STIC, on a un mémoire en cours sur les réseaux de saints qui sont présents dans les mêmes légendiers. C'est ce qu'on appelle un réseau de coprésence. On prend 2 saints et on met une arête entre les 2 saints quand ils ont une histoire qui est trouvée dans le même légendier. Et en regardant comme ça les grappes de saints qui sont très souvent dont les textes sont très souvent inclus ensemble dans les légendiers, on a une forme de similarité entre les saints et on comprend ce qui se passe. Et alors on peut faire des filtres avec l'année, des filtres avec le type de possesseur ou de copieur du manuscrit, savoir si c'est que les manuscrits franciscains, ils font telle chose, ils associent tel saint avec tel saint, etc., etc. Troisième objet d'étude, les textes. Alors, pour travailler sur les textes eux-mêmes, il faut aller chercher des éditions. On a dit que les Acta Sanctorum, il y avait des éditions de plein de textes. Il n'y a pas que les Acta Sanctorum, il y a d'abord la suite, le successeur des Acta Sanctorum, disons, du côté des bollandistes, les Analecta Bollandiana, d'accord? Mais il n'y a pas que les bollandistes qui ont édité des textes hagiographiques, bien entendu. Et donc, il y a des éditions de textes hagiographiques qui sont un peu partout, comme ça, disséminées dans plein d'éditions scientifiques, parfois anciennes ou très anciennes, et parfois moins anciennes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a certaines sources d'édition pour lesquelles on n'a pas trop de problèmes, d'accord? Par exemple, les MGH, pour les médiévistes de la salle, les MGH, on les a en format textuel sans trop de problèmes, ça on sait récupérer.
dans d'autres types de sources d'édition, d'endroits où on peut aller puiser des éditions, ben, il faut faire un travail de numérisation. Pour le cas des Acta Sanctorum, on dispose d'une version du texte. Le problème des Acta Sanctorum, c'est quoi? C'est qu'on a cette version du texte, mais que les Acta Sanctorum, c'est tout mélangé, si j'ose dire. Ouais. On a des commentaires sur le texte, on a des notes d'édition, d'accord, ce qu'on pourrait appeler du paratexte, et on a les textes édités eux-mêmes. Et ben, a priori, il faut savoir faire la différence entre les deux, et si on doit faire ça à la main, ben, on a quand même 68 volumes, de chaque fois 800 pages, c'est extrêmement pénible à faire à la main. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à faire du balisage automatique, semi-automatique de ce texte pour aller chercher toutes les informations sur est-ce que ça c'est du paratexte ou est-ce que ça c'est du texte, pour pouvoir correctement extraire le texte. Et donc, ben voilà, vous voyez ici, on a des choses, le balisage a été effectué, on a commencé à faire une vérification manuel rapide de ces choses-là. Il y a une jobiste qui a travaillé avec nous cet été pour commencer à faire la vérification. Et donc, vous voyez, hein, a priori, on part de cette colonne ici, hein, avec l'autre vie, une autre vie de... alors, je ne sais plus si c'est Saint-Amand, mais peu importe. Hein. Il faut comprendre où commence chaque texte. Il faut pouvoir aller détecter où sont le titre du texte, l'auteur, la source utilisée, d'accord, qui est donnée par les éditeurs bollandistes. Il faut pouvoir aller chercher les endroits où le texte est effectivement donné. Il faut pouvoir séparer les endroits où on a des notes, ça c'est des notes en bas de page, et on a aussi des notes marginales, d'accord, qui sont mises chaque fois dans la marge de tous les manuscrits, avec différents types d'informations. Ben ça fait partie des choses qu'on peut faire donc de manière automatique, mais pour être sûr de ce qu'on fait, il faut repasser derrière et essayer de repasser d'une manière pas trop chronophage, hein, le moins chronophage possible, mais pour avoir voilà, un balisage semi-automatique, hein, dans lequel on a l'ordinateur qui est intervenu et l'humain qui derrière a validé entre guillemets ce que l'ordinateur a fait. Pourquoi? Ben parce que derrière il faut qu'on soit convaincu parce que l'ordinateur est fait. Il ne s'agit pas de taper un peu, d'appuyer sur un bouton et puis dire hop c'est fini, je peux me faire un café, le papier est publié, tout va bien. C'est pas comme ça que ça fonctionne évidemment. Il faut se convaincre très fort qu'on peut faire confiance à ce qu'on a effectué de façon automatique avec l'ordinateur. Alors, disons qu'on a les textes. C'est pas fait, mais disons qu'on a les textes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces textes? Ben, les textes hagiographiques ont un ensemble de caractéristiques particulières. Alors, particulières peut-être pas. C'est pas des caractéristiques spécifiques aux textes hagiographiques, c'est des caractéristiques que beaucoup de textes médiévaux ont. Mais dans les faits ici, les textes hagiographiques ont particulièrement fort ces caractéristiques et c'est des choses qui sont pas forcément facile à gérer. Première caractéristique, on a souvent des problèmes d'attribution, on ne connaît pas l'auteur des textes, et du coup, ça va de pair évidemment de datation de ces textes. On ne sait pas de quand ils datent. Deuxième problème, ou deuxième, alors on peut le voir des deux côtés, on peut se dire que c'est des problèmes, et puis on peut se dire que c'est des belles opportunités de projet de recherche, c'est toujours comme ça. Hein. Dans ces textes, on a beaucoup de réutilisation. Qu'est-ce que c'est de la réutilisation? C'est quand on a un nouveau rédacteur d'une nouvelle vie, d'un saint par exemple, qui va aller chercher un morceau d'une autre vie, peut-être d'un autre saint ou du même saint, un autre texte, et il va, on dirait aujourd'hui, copier-coller ce morceau, ce passage, dans son texte à lui. D'accord? Ça arrive très souvent avec la littérature hagiographique. Troisième problème ou opportunité, on a beaucoup de motifs littéraires, de topoi, qui sont récurrents et qui reviennent, qui sont réutilisés sans arrêt, mais ici on ne parle pas de mots qui sont vraiment copiés-collés, hein. Je ne vais pas dire ça pour des scribes médiévaux, mais qui sont vraiment copiés directement, mais plutôt hein, des motifs. Exemple de ça, bien, le saint qui calme une tempête pour sauver un bateau avec les personnes qui sont à bord du bateau, ben ça c'est un motif qui est très utilisé, qu'on retrouve chez plusieurs saints. D'accord ? Et des motifs comme ça, il y en a dans tous les sens. Il y a le saint qui vainc le monstre qui symbolise le paganisme. Il y a le saint qui se relève après être mort avec sa tête dans les bras. Enfin voilà, on a plein de motifs comme ça qui reviennent chez différents saints.
Évidemment, ce serait intéressant d'arriver à les étudier globalement, à comprendre quand ils apparaissent, pour qui, où, pour quels saints, comment est-ce qu'ils sont, quelle est leur structure de dépendance, comment est-ce qu'ils sont associés les uns aux autres, est-ce qu'on a souvent des saints qui portent leur tête, on dit céphalophores, est-ce qu'on a souvent des saints céphalophores qui calment des tempêtes ou pas? Voilà, c'est des questions qui nous permettraient de comprendre globalement ces espèces de topoi hagiographiques. Il y a encore évidemment d'autres caractéristiques, ici j'ai décidé de m'appesantir sur 3. Première de ces 3 caractéristiques, on a dit les problèmes de datation et d'attribution. Ça, on a une thèse en cours, la thèse de Guillaume Quintin qui est là-bas, et Guillaume essaye de dater à l'aide de l'ordinateur des textes hagiographiques. Et donc, la direction dans laquelle il a commencé à avancer, c'est d'avoir des encres, qui sont des textes pour lesquels on a peu de doutes au point de vue attribution et datation, et d'essayer de comparer ces textes avec le texte qu'on essaye de dater. Et ça veut dire quoi, comparer? Ça veut dire, par exemple, regarder des éléments linguistiques. Le Moyen-Âge, c'est une longue période, le latin évolue pendant ce temps-là, et donc il y a des constructions linguistiques qui changent, d'accord, d'autres manières d'utiliser la langue au fur et à mesure du temps. Mais aussi, par exemple, des glissements de sens. Ouais. Il y a la sémantique qui change aussi au cours de la chronologie, et Guillaume est en train d'essayer de chercher une manière de capter cette structure sémantique qui évolue au cours du temps, pour essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour dater et peut-être un jour aussi attribuer des textes pour lesquels on n'a pas d'informations. Deuxième grande caractéristique, la question de la réutilisation de passages presque verbatim. Ouais. J'ai demandé ici en test pour voir un petit peu dans quelle direction on pouvait aller de ce côté-là, dans cette direction-là. J'ai demandé à l'ordinateur d'aller chercher avec un logiciel qui ressemble un peu à un logiciel anti-plagiat, hein, d'accord, qui regarde si on trouve des très grandes similitudes entre des textes, et je lui ai demandé de faire ça sur une collection de textes hagiographiques qu'on avait déjà prête. Ouais. J'ai trouvé plein de matchs, il y a plein de trucs dans tous les sens, des traces de réutilisation, on en trouve énormément. Voilà un exemple. Ici, les 2 graphiques représentent chacun les textes, un petit carré, c'est un mot, d'accord, et l'ordinateur a trouvé 2 passages verts. Les mots gris, c'est pas les passages qui nous intéressent, d'accord. Les mots verts, c'est les mots qui sont en commun dans les 2 textes. Les mots rouges, c'est des mots qui ne sont pas en commun dans les 2 textes, c'est des mots qui diffèrent entre les 2, d'accord. Je ne connaissais pas du tout ces saints, d'accord. J'ai été un petit peu voir ce que l'historiographie en disait. Il se fait que il y a un emprunt important dans un sens ou dans l'autre dans les 2 vies d'Apollinaire de Valence et d'Avide de Vienne, et il se fait qu'en fait, Avide de Vienne, c'est le frère de sang d'Apollinaire de Valence. Ils étaient frères, et le rédacteur d'une des 2 vités a décidé qu'il allait puiser toute une partie du texte. C'est peut-être même le même rédacteur. De nouveau, évidemment, je suis pas en train de faire de l'histoire, là, ici, hein, il faudrait qu'un historien prenne le dossier en main, disons, pour étudier à fond ce genre de choses-là. Alors, en l'occurrence, ici, on sait qu'il y avait des réutilisations entre ces 2 textes, d'accord, l'ordinateur n'a fait que confirmer quelque chose qu'on savait déjà, mais des dossiers comme ça, on en a plein, et on pourrait même aller plus loin et étudier le processus de réutilisation, par exemple, en regardant à quelle époque on réutilise le plus, dans quel contexte, pour quel saint, pour qu'est-ce qui se passe, comment, qu'est-ce que ça veut dire réutiliser, est-ce qu'on peut regarder un pourcentage de mots communs, est-ce que ça change, etc., etc. Troisième caractéristique, la question de l'extraction des topoi. Et là, ce qu'on prévoit d'utiliser, on a fait quelques tests qui sont très enthousiasmants, c'est d'utiliser ce qu'on appelle du topic modeling, qui sont des méthodes pas piquer des verbes, mathématiquement c'est assez costaud, mais qui permettent, quand on a une collection de documents, de faire extraire à l'ordinateur des sujets automatiquement qui expliquent de quoi parle chacun des documents. Ouais. Et ça veut dire quoi, des sujets avec de quoi parle? En fait, l'ordinateur va faire des groupes de mots qui considèrent que ces groupes de mots expliquent pourquoi ce document est différent des autres. Ouais, donc c'est des espèces de groupes de mots saillants de chacun des textes en question. Si on applique ça à un corpus de textes hagiographiques, on va voir apparaître un ensemble donc de topics. Et vous voyez dans mon exemple ici que
le texte 1, il est très exprimé, il est très fort dans un topic, le topic 1, j'ai mis en rouge là, et le topic 1, ben c'est un topic qui parle de tête et de portée. Et donc ce topic-là, nous on pourrait l'étiqueter en disant ça c'est le topic du saint céphalophore qui porte sa tête, d'accord? Et on a comme ça identifié automatiquement que ce texte 1 parle d'un saint céphalophore. Ouais. Vous voyez que mon topic 2 c'est plutôt Tempestas Placo Navis, tempête apaisée navire. C'est le deuxième grand thème dont je parlais, le grand topos dont je parlais. Et ça, ce serait par exemple pour voilà, le texte 3, etc. Et ben, on a fait des tests qui sont assez concluants en termes techniques. Hein. Le topic modeling fonctionne bien sur ces textes-là. Et ça permettrait, si on avait une grande collection de textes, ce qu'on va avoir très prochainement, ça va permettre d'explorer tout cet entre-là de topo dans tous les sens à une échelle complètement globale, enfin complètement globale, on n'a évidemment pas tous les textes, pas tous les manuscrits, etc., mais en tout cas tout ce à quoi on peut avoir accès. Alors, quatrième objet d'étude, la question de l'étude du processus d'édition par les bollandistes entre le XVIIe et le début du XXe siècle. Vous avez vu qu'on n'a pas fini le balisage des Acta Sanctorum, enfin on a fait le balisage, mais on va encore se convaincre qu'il n'y a pas trop d'erreurs dedans, on va encore le vérifier, mais d'après ce qu'on voit, on a retrouvé 100 000 renvois bibliographiques, 15 000 références bibliques dans des textes qui ont été indiqués explicitement par les bollandistes, et sur les 50 millions de mots qu'on a pour l'ensemble des Acta Sanctorum, on a 2/3 de textes et 1/3 de paratextes. Ouais. Mais ce qui est fort intéressant, c'est que cette proportion de textes et paratextes, donc il faut avoir en tête que le paratexte, c'est la critique, c'est l'introduction critique et les notes critiques d'édition. Eh bien évidemment, on peut regarder ça volume par volume. Alors, j'ai pas fait un graphique volume par volume, j'ai fait un graphique jour par jour, d'accord? Chaque volume des Acta Sanctorum traite plusieurs jours, et voilà le résultat. Vous voyez que on a une portion de texte dans l'ensemble, donc c'est le nombre de mots de texte divisé par le nombre de mots total du volume en question, enfin de la partie du volume qui traite ce jour-là, et vous voyez qu'il y a quelque chose qui change au cours du temps, d'accord? Au début ici, et ça c'est les tomes qui ont été publiés au XVIIe siècle, on avait une proportion de texte paratexte aux alentours de 55%, quelque chose comme ça. À la fin de la période, on est aux alentours de 37%, quelque chose comme ça. Il faut travailler là-dessus pour interpréter ça correctement, mais ce qui, à première vue, pourrait être le signe que, à la fin de la période, on édite avec beaucoup plus de notes critiques et d'introduction sur les textes que... à la fin de la période, on édite avec beaucoup plus de notes critiques qu'au début de la période. Mais vous voyez tout de suite quelque chose qui se passe au milieu, Moi, j'ai pas d'interprétation. Peut-être quelqu'un dans la salle a une interprétation, mais c'est quelque chose qui doit être étudié en détail, et c'est qu'un exemple parmi les 1000 choses qu'on pourrait faire en étudiant ce processus d'édition. J'arrive à ma conclusion. On a fait les 4 grands objets de recherche: manuscrit, saint, texte, processus d'édition. Alors, je vous ai pas vraiment parlé d'histoire. J'ai pas vraiment présenté de résultats historiques en fait finalement. Ce que j'ai présenté, c'est des humanités numériques. J'ai présenté des résultats de l'application de méthodes quantitatives, d'accord, qui moi m'enthousiasment très fort, mais c'est pas des choses que je peux publier dans une revue scientifique historique, d'accord, ça marchera pas. Pourquoi ça? Parce que ces méthodes quantitatives, toutes seules, elles vont dans le mur. Ça n'a pas de sens. Ça veut rien dire. Il faut les accompagner de méthodes qualitatives, d'accord, d'exemples manuels, de dépouillement, etc. Et on a eu plusieurs exemples à chaque fois. On dit, voilà, ça ici, ça, il faut donner le témoin à un historien qui, sur base de cette nouvelle façon de voir le légendier, cette nouvelle façon de voir le saint, etc., va pouvoir trouver de nouvelles choses, va pouvoir avancer dans la discipline historique vraiment de la géographie. Il faut absolument que ce soit un dialogue entre les deux, entre le qualitatif et les méthodes traditionnelles d'érudition d'une part, et les méthodes quantitatives, d'accord? Alors quand nous on travaille avec les méthodes quantitatives, on fait déjà un espèce d'aller-retour, parce que on veut essayer de se convaincre que ce que l'ordinateur fait
est bien. Et le truc, c'est que la plupart du temps, l'ordinateur fait des bêtises. Et donc, on programme, on lance le truc, on voit que l'ordinateur fait n'importe quoi, et on a été ouvrir des textes et dire, ah oui, ok, ça n'a rien... Ah oui, mais oui, ça ici, ça devrait être défini autrement. Hop, on change, et on fait des allers-retours tout le temps. Mais dans le processus de recherche, ici, il y a un moment où il faut laisser l'historien, disons, le spécialiste de la géographie, s'emparer de ce que nous on a obtenu comme résultat, les critiquer aussi évidemment, d'accord, et valider une partie de l'intérêt qu'il y a derrière, gratter et essayer d'insérer tout ça dans un argument de preuve historique. C'est un peu une expression, voilà, c'est une grande expression avec des majuscules partout, mais vous voyez ce que je dis. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de la géographie? D'abord parce que j'aime bien la géographie, c'est une bonne chose. Que ça valait la peine de parler de la géographie médiévale dans le contexte actuel de l'actualité. Contexte actualité, c'est un peu bizarre, de l'actualité, avec la visite du pape François, avec des choses un peu bizarres qui se sont passées en termes de béatification de Baudouin et tout. Voilà, ça valait la peine de parler aujourd'hui de la géographie médiévale pour comprendre la mentalité des historiens, bien faire la différence entre les deux. Et on en a déjà parlé, c'est un domaine dans lequel je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Moi, mon souci, c'est de savoir dans quoi m'investir. J'ai l'impression qu'il y a des boulevards dans toutes les directions et que, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et des perspectives très enthousiasmantes. Alors, évidemment, mon job à moi, ce serait d'arriver à convaincre les financeurs externes de donner de l'argent et de les convaincre que c'est... d'essayer de transmettre un peu de mon enthousiasme. Voilà, il faut y arriver. Ok. Autre raison pour laquelle j'ai choisi ce programme de la géographie quantitative, c'est qu'on a eu l'occasion de croiser plusieurs des boîtes à outils des humanités numériques, de la fouille de données. Je mets dans fouille de données, par exemple, cette histoire de calculer des distances entre manuscrits pour faire des groupes et essayer de comprendre les liens de parenté. Des modèles d'apprentissage automatique, de machine learning, quand on a dit les courbes, là, ça c'est des grosses maths, ok, voilà, soit. De la fouille de texte, mais questions de réutilisation, et questions de datation automatique, ça c'est de la fouille de texte, du text mining. On a très rapidement parlé d'analyse de réseau, mais vous imaginez par exemple qu'on pourrait aussi faire de l'analyse spatiale sans problème, avec les manuscrits qui sont des objets géoréférencés, etc., etc. C'est un programme de recherche dans lequel il y a un peu de tout. Troisième raison pour laquelle je vous ai parlé de ça, parce qu'on voit dans tous les différents projets les méthodes quantitatives qui s'appliquent à des tranches différentes, des phases différentes du processus de recherche en sciences humaines. Je ne vais pas vous embêter avec une typologie, mais avec des collègues, on a essayé de construire une typologie des méthodes quantitatives d'après le moment où elles interviennent. Et il y a des méthodes qui servent à l'acquisition des données. Il y a des méthodes qui permettent de faire de l'analyse exploratoire. Il y a des méthodes qui permettent de faire de l'analyse interprétative. Eh bien, il y a encore d'autres catégories, mais peu importe. Eh bien, ici, on a touché un peu à toutes ces méthodes-là. Enfin, dernière raison pour laquelle je voulais vous parler de la géographie ce soir, vous présenter tous ces résultats-là, en particulier les résultats sur les manuscrits, c'est que j'enseigne la visualisation des données depuis longtemps maintenant. Et ici, on a un exemple, et je pense que c'est un exemple relativement modèle en humanité numérique. On a un exemple d'un projet, le projet avec les graphiques numéro faits, où la visualisation a été la clé de tout. Et donc tantôt j'en ai parlé, j'ai dit, c'est comme si je racontais une promenade. Ah oui, on a vu ça, on a vu les listes manuelles, on a fait des graphiques. Non, on a cherché très longtemps et on n'avait rien. On n'avait aucune idée de comment attaquer le problème. Et puis en un coup, on a eu cette idée du graphique numéro fait. Je ne vais pas dire que tout s'est éclairé, ce serait un peu bizarre, mais en un coup, on s'est rendu compte où on allait, ce qu'on faisait, ce qu'on devait faire deviner à l'ordinateur, entre guillemets, et les résultats qu'on a sont tous directement liés, pour les manuscrits, sont tous directement liés à ces graphiques numéro faits. Et on a ici un exemple d'un outil de visualisation qui pourtant, moi quand je prépare une conférence, je suis toujours embêté, parce que j'ai toujours l'impression de dire des banalités aux gens. Et en fait, quand je regarde cet outil de visualisation, c'est idiot. Quand on regarde la liste, c'est évident que c'est ça qu'il fallait faire. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que c'est toujours comme ça avec la recherche. Enfin, en tout cas, avec ma recherche, peut-être pas vous, mais voilà, on trouve pas, puis on cherche, c'est difficile, et puis on trouve, et puis le lendemain de la découverte, on dit, mais enfin, pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé? C'est évident. Ouais.
Et en fait, là, cet outil de visualisation qui pourtant paraît un peu évident a posteriori, ça a vraiment débloqué tout et ça nous a vraiment permis d'avancer dans ce qu'on essayait de faire. Alors, ici j'ai parlé d'histoire médiévale, mais bien entendu, il y a plein d'autres applications possibles en histoire, mais aussi dans les autres disciplines, des sciences humaines. Que ce soit l'archéologie, la littérature, tout ce dont on a parlé, la philosophie, tout ce qu'on veut. C'est vraiment des méthodes qui étaient difficiles à appliquer avant, il y a 15-20 ans. Ouais. Toutes ces grosses méthodes quantitatives, il y a 15-20 ans, c'était compliqué. Pourquoi ? Parce que il fallait beaucoup d'efforts pour les implémenter. Il n'y avait pas de programme informatique, d'accord, qui permettait d'implémenter ça facilement. Ouais. Ça a changé maintenant avec des outils de haut niveau qui nous permettent de faire, par exemple, du machine learning très facilement. En 10 lignes, on entraîne un modèle de machine learning sans problème dans Python ou dans R, par exemple. Ouais. C'était pas le cas il y a 15-20 ans. Il y a 15-20 ans, il fallait des grosses machines. Aujourd'hui, on a des grosses machines, on s'en rend pas forcément compte, mais on a des beaucoup plus grosses machines qu'avant, et du coup, on peut entraîner ces modèles qui sont notamment très gourmands en données, qui demandent beaucoup de puissance de calcul pour être entraînés. Alors, moi je considère que mon job à l'ULB, c'est, j'allais utiliser le terme évangélisation, mais c'est peut-être pas très bien choisi, mais donc c'est, voilà, d'essayer de populariser et de proposer à ceux qui le veulent, évidemment, je suis pas en train de dire que tout le monde doit faire du quantitatif, hein, mais à ceux qui le veulent, de la collaboration / de l'accompagnement dans cette direction-là. Et je vois deux choses pour ça. D'abord, pour les étudiants, jusqu'au niveau master, eh bien, dans les dernières années, on a réorienté très fort notre Master STIC, qui va bientôt s'appeler Master STIC Finalité, Technologie de l'information et Humanité numérique. On a mis Humanité numérique dans le nom de la finalité. Et maintenant, on a un Master STIC qui est en partie, en tout cas partiellement, orienté vers les humanités numériques. Donc les étudiants ont la possibilité d'aller dans cette direction-là. On a aussi, en concertation, par exemple, avec les collègues historiens, intégré des cours d'humanité numérique dans le cursus, en plus du cours qui est donné à l'ensemble des sciences humaines de l'ULB. Ensuite, et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous ce soir, on a aussi mis en œuvre tout un tas d'initiatives pour les chercheurs, pour accompagner les chercheurs. Alors, quels chercheurs ? Les chercheurs de l'ULB, les chercheurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne sais pas si on ira plus large que ça, mais voilà. On a mis en place ce qu'on appelle, peut-être un peu pompeusement, un centre d'excellence, mais peu importe, voilà. Un centre, Quadium, Quantitative Digital Humanities, qui est composé de 3 entités. Une entité qui est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, l'entité Ratio DH, Centre de recherche en humanité numérique, qui apparaît en tant qu'équipe intégrée à la Maison des sciences humaines depuis cette année, dans laquelle on va réunir tous les projets qui ont une composante d'humanité numérique, mais on va aussi faire de la méta-réflexion, disons, de la réflexion sur les méthodes quanti appliquées aux sciences humaines, parce que ça ne va pas de soi a priori, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais voilà, je ne vais pas vous en reparler pendant 1 heure, mais on a aussi 2 autres entités à côté de Ratio. On a une entité qui s'appelle Lexio, qui est destinée à proposer des modules de formation pour chercheurs, d'accord, pour pouvoir faire apprendre à des chercheurs, jeunes ou vieux, les techniques qu'ils voudraient déployer dans leur recherche. Et une 3e entité qui est une plateforme qui s'appelle Praesto, dans laquelle on espère avoir l'opportunité d'engager du personnel, d'avoir un soutien technique, un soutien en matériel, en logiciel, en puissance de calcul, pour quand il faut. Notamment, on veut mettre à l'intérieur de Praesto tous des outils mutualisés, parce qu'un de nos constats, une de nos observations, c'est qu'il y a plein de chercheurs qui utilisent des outils en allant chercher vers l'extérieur de l'ULB, ça coûte plein d'argent et tout. Nous, on voudrait rapatrier tout ça et pouvoir rendre ça plus pérenne, plus facile d'accès, plus transparent, etc., etc. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Oui.
Merci beaucoup Sébastien pour cette conférence. C'est un peu particulier quand même de parler langue. J'ai l'impression d'être Bugs Bunny, mais voilà. Merci beaucoup Sébastien pour cette conférence qui était extrêmement claire, je pense, parce qu'elle a réussi, je crois, à faire comprendre ce que tu fais et ce que l'on fait à la fois comme médiéviste, mais aussi et en même temps les enjeux de différentes techniques. Bon, c'est vrai que tu n'es pas rentré dans les enjeux historiques à proprement parler, comme tu l'as dit, mais malgré tout, je crois que c'était assez limpide. Alors, on a une petite demi-heure pour discuter. Si nécessaire. Je vais commencer peut-être par quelques remarques et réflexions. Il n'y a pas tellement longtemps d'ici, j'avais relu un article qui s'appelait de manière provocatrice « En finir avec les humanités numériques. Penser les sciences humaines et sociales avec les algorithmes », rédigé par deux collègues historiens, sinologues, Christian Henriot et Cécile Armand de l'université d'Aix-Marseille. Je crois qu'elle est en post-doctorat quelque part ailleurs. Voilà, il revenait, c'est un article intéressant parce que malgré son titre provocateur, en fait, il pose bien une série de problèmes qui je crois, traversent certainement alors l'esprit des collègues, quelle que soit leur discipline, et l'ambivalence des réactions vis-à-vis de ces nouvelles techniques. Alors, ils sont revenus dans cet article-là sur d'abord le problème de la définition que tu as vaguement évoqué au début, mais tu as dit que tu ne voulais pas trop rentrer là-dedans. Et c'est vrai que le terme numérique, ça renvoie à la fois au support et en même temps aussi à la méthode de traitement en tant que telle, et que parfois derrière le mot digital humanities ou numérique, on met des tas de choses finalement. Il y a des tas de collègues qui croient faire des choses digitales ou numériques, mais qui en fait se contentent d'utiliser des scans en PDF, c'est-à-dire un livre finalement qui se retrouve sur un écran et à utiliser un CTRL F de temps en temps, ce qui n'est probablement pas, je pense, la maximalisation de la puissance des techniques que tu as pu montrer. Et alors ils reviennent sur le fait qu'il faudrait peut-être distinguer ça des sciences sociales computationnelles, dans lesquelles il y a cet aspect, alors là vraiment de quantification, d'utilisation de la puissance de calcul par exemple, parce que l'enjeu est finalement, et on comprend bien, que ce genre d'outil permet de faire des tas de choses, mais principalement, et si possible, pour suppléer aux limites de notre capacité de traitement intellectuel. Il s'agit précisément d'une extension du cerveau humain pour faire des choses qu'on n'arriverait pas nécessairement à faire de manière artisanale. Alors, sinon, finalement, c'est un gadget. Finalement, c'est un gadget si jamais on ne se pose pas, évidemment, des objectifs particuliers. Et l'intérêt, c'est de traiter des corpus immenses pour lesquels il faudrait des décennies et des décennies de travail. Sinon, on ne fait finalement qu'enfoncer des portes ouvertes et refaire des choses que l'on pourrait faire encore avec un peu d'expérience et beaucoup de talent. Alors, dans l'article, il y avait quand même un petit passage savoureux que je vais quand même, c'est très court, vous lire. Ça parlait des attitudes des collègues, finalement vis-à-vis de ces disciplines des sciences, des digital humanities. Alors d'abord, il parle de la querelle des anciens et des modernes, qui repose sur l'idée qu'il existerait deux espèces bien distinctes de chercheurs, ceux qui auraient une vocation pour les outils numériques d'un côté, et ceux qui seraient irrémédiablement voués aux méthodes traditionnelles de l'autre. Je vois des collègues qui opinent du chef, que je devine de quel côté du champ il se situe. Alors il y a la question du biais générationnel aussi, évidemment. Alors du fait, une déclinaison du précédent, du fait de leur jeunesse, les jeunes chercheurs biberonnés à la culture numérique auraient des dispositions particulières pour les outils numériques, tandis que les plus anciens, nés à l'ère du papier, ne pourraient jamais combler cet écart générationnel. Alors, troisième phase, c'est la magie du numérique et le paradigme révolutionnaire. Les humanités numériques nourrissent bon nombre de fantasmes, surtout auprès des non-praticiens, qui attribuent parfois une sorte de pouvoir magique aux outils numériques, imaginant que ces méthodes vont révolutionner l'état de l'art. Et puis survient évidemment alors la phase suivante, rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que les grandes espérances laissent bientôt une place à une déception proportionnelle. Mais au fond, qu'avez-vous démontré qu'on ne savait déjà? Pourquoi tant d'efforts pour un si maigre résultat? Telles sont les objections auxquelles les praticiens qui tentent de démontrer la validité de ces méthodes sont souvent confrontés.
Et enfin, arrive le stade de la maturité, pourrait-on dire, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. D'autres chercheurs, sans être foncièrement hostiles au numérique, consacrent beaucoup d'énergie à en disséquer les biais et les difficultés. Alors certains mettent aussi en lumière des préoccupations éthiques, par ailleurs, dont tu n'as pas parlé, mais que tu pourrais certainement développer, comme l'accès inégal aux plateformes numériques, etc., etc. Et d'autres pointent les lacunes des algorithmes, comme les imperfections, la reconnaissance optique de caractère sur des textes originaux de piètre qualité, quelque chose que tu as un peu mentionné avec l'océarisation, par exemple. Alors je crois qu'une chose qui, je pense, peut intéresser tout le monde ici, c'est une réflexion, hein, au-delà de la question de la géographie en tant que telle, sur nos forces et nos faiblesses par rapport à ça. Donc j'ai déjà dit, je crois que le vrai intérêt, c'est lorsqu'on utilise cette puissance pour alors brasser des quantités de textes que l'on n'arriverait pas à maîtriser soi-même, même sur une vie ou plusieurs générations, pour essayer alors effectivement de faire apparaître des choses qui seraient illisibles a priori lorsqu'on a le nez finalement sur le texte. Maintenant, c'est quelque chose auquel moi je pense depuis longtemps. Dans cet article, c'était évoqué aussi, par rapport aussi à d'autres extensions de nos disciplines que l'on connaît dans d'autres champs. Par exemple, dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire, on utilise beaucoup maintenant les sciences exactes, hein, ce qu'on appelle les paléosciences. On va utiliser la chimie, on va utiliser la physique, et on va pouvoir, la médecine, la biologie, et on va pouvoir créer des collaborations fécondes qui sortent des précarés, des champs clos traditionnels de nos disciplines, pour essayer justement d'élargir le questionnaire. Mais comme pour les humanités numériques, ce qui me frappe, c'est en fait que nous sommes, malgré tout et souvent, très mal à l'aise, ou que nous ne maîtrisons pas, ou rarement en tout cas, les méthodes de ces collègues avec qui nous collaborons. Et ça pose vraiment une question qui est intéressante, je pense, pour la MSH. C'est précisément la nécessité de reconfigurer peut-être nos formations, nos apprentissages ou nos compétences, parce que l'on soit philologue, que l'on soit historien, on nous apprend à critiquer les textes à fond, à les lire, à les disséquer vraiment en profondeur, à poser un regard critique, et puis en même temps, on va commencer à utiliser des outils, l'informatique, les maths, la chimie, les sciences exactes, auxquelles on ne comprend rien ou presque, parce que nous sommes insuffisamment formés en fait dans ces matières. Et là, paradoxalement, on se livre pieds et poings liés à des collègues qui ont une compétence, eux, dans ce domaine-là, mais qui n'ont pas, par contre, la compétence historique. C'est très rare d'avoir des profils comme le tien, où on a une espèce de cumul ou de juxtaposition de deux formations qui, comme ça, a priori, sont très distinctes. Et donc, on devient les otages aussi, quelque part, et on ne comprend pas alors les biais méthodologiques qui peuvent exister aussi en mathématiques, en informatique, en chimie, et donc, finalement, il y a une forme de paradoxe. On est hyper critique pour certaines choses, et on est complètement naïf ou candide, voire stupide, dans d'autres. Et là, il y a une réflexion à avoir, peut-être pour essayer de réfléchir à changer nos offres de formation, ou c'est précisément ce genre de choses que tu essaies de développer, pour réussir à finalement acquérir un peu de maturité. Voilà, ça c'était une dernière réflexion. Et alors, j'avais bien aimé aussi dans les lectures, je sais que apparemment les spécialistes de littérature parlent parfois de close reading, de distant reading, aussi une lecture finalement qui est l'équivalent de celle de l'historien ou du philologue pointu qui va disséquer un texte, ou au contraire, qui regarde les choses de manière très lointaine et panoramique, comme dans le cas justement d'un travail sur encore plus gigantesque. C'est évidemment par des changements et des jeux d'échelle, et par une attention pointue aussi au contexte, que l'on arrive alors à resituer les résultats et que l'on va se débarrasser des aberrations. Parce que comme tu le dis, si jamais on conçoit mal l'outil, on va avoir des résultats particuliers qu'on va surinterpréter, auxquels on va faire dire n'importe quoi. Et c'est là qu'il faut quand même rejouer avec les échelles, remettre alors en contexte tel Vitsin, tel manuscrit, et donc qu'il y a en fait une espèce de jeu de focale finalement, où l'on va à la fois pouvoir utiliser la capacité
heuristiques, par exemple pour faire du text mining ou collecter des tas de données, et puis en même temps revenir à nos méthodes traditionnelles qui ne sont pas remplacées pour la cause par ce genre d'outils, parce que sinon on va accumuler des résultats superficiels et sans contexte. Et donc moi je suis intimement convaincu de l'importance de ces méthodes. On collabore d'ailleurs ensemble sur un projet d'apprentissage, de déchiffrement des écritures du grand historien belge Henri Pirenne, dont les archives sont ici, et qui avait l'écriture de médecin, de pharmacien, et donc qui est extrêmement difficile à déchiffrer. Donc, je suis convaincu de l'intérêt, mais l'intérêt aussi, c'est qu'une fois qu'on aura peut-être entraîné ce modèle, il faudra revenir alors à une réflexion plus philologique et contextuelle pour exploiter ce que l'on a collecté. Et voilà, je termine par une citation d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait en 1968, et quel génie décidément, l'historien de demain sera programmeur ou il ne sera pas. Voilà, donc, voilà, ben je ne sais pas si tu veux réagir sur ceci, puis je vais peut-être donner la parole aux collègues. Il y a beaucoup de points sur lesquels je te rejoins complètement, et je pense que oui, on ne saurait trop insister sur l'absolue nécessité d'intégrer dans le processus d'application de ces méthodes quantitatives des chercheurs en sciences humaines. C'est-à-dire que si on n'a pas l'expert des données, l'expert de la méthode, chaque type de matériau, type de source en sciences humaines vient avec sa propre forme de critique, sa propre manière d'avoir des distances, et si on laisse des statisticiens ou des informaticiens ou des infostatisticiens qui n'ont pas d'idée de ce qui se passe travailler sur un corpus, je sais pas, par exemple d'histoire de l'art, sans qu'il y ait aucune formation, sans qu'il y ait aucune sensibilisation à la complexité de l'objet sur lequel ils sont en train de travailler, ça va dans le mur. Et on a des exemples de ça. Il y a un exemple dont je rabâche je rabâche mes étudiants sans arrêt d'un article publié dans une très très grande revue, effectivement, qui travaille sur un corpus de portraits, où ils vont extraire avec des méthodes numériques la propension à sourire dans les portraits. Ils font un lien avec une reconstruction du PIB depuis 1500, et leur conclusion c'est bien simple: plus on est riche, plus on est heureux. Point. Et en fait, il n'y a pas d'historien de l'art dans cette équipe, et c'était pourtant publié dans une très très grande revue, et ça a fait vraiment sensation, et ça montre que voilà, ici, ça n'a juste aucun sens. C'est des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire le portrait pendant toute l'époque moderne, et voilà, on va dans le mur, et donc c'est absolument nécessaire, et je suis complètement d'accord avec toi, il faut absolument donner le levier aux chercheurs de sciences humaines, aux futurs chercheurs de sciences humaines, pour pouvoir s'intégrer le plus harmonieusement possible dans des projets comme ça.